avec Guillaume, on travaille ensemble depuis début 2016 et on va vous présenter maintenant Pili. Donc notre objectif, c'est de produire des colorants haute performance pour l'industrie textile. Donc aujourd'hui, chaque année dans le monde, c'est à peu près 100 millions de tonnes de textiles qui sont teintés par l'industrie. Ça représente environ 1 million de tonnes de colorants pour un marché mondial de 8 milliards d'euros. Donc c'est un marché qui est considérable. Et dans ce marché de 8 milliards d'euros, nous, on a identifié un sous-marché qui fait 80 000 tonnes et qui représente à peu près 1,5 milliard d'euros, qui est constitué de colorants de spécialité, qu'on va pouvoir directement adresser avec les premiers produits développés par Pili. Donc aujourd'hui, dans le secteur du textile, et plus particulièrement le secteur de l'habillement, le développement de produits renouvelables devient une priorité, puisque les marques textiles sont aujourd'hui sous pression de la part des États, des ONG pour réduire leur impact sur l'environnement. Et ces mêmes marques ont identifié que le sourcing de matières premières et la production de textiles était le premier endroit où l'impact était le plus important. Donc aujourd'hui, toutes les marques sont en recherche de solutions pour modifier leurs matières premières qu'elles intègrent dans la chaîne de manufacture. Et donc, parmi ces produits, les colorants sont omniprésents. Et aujourd'hui, 99% de ces colorants sont d'origine pétrochimique. Et alors, si on voit que des solutions se développent pour changer certaines matières premières et certains procédés, comme par exemple, on peut trouver des fibres textiles aujourd'hui qui sont recyclées, donc des fibres synthétiques qui sont recyclées. On trouve des procédés de teinture, par exemple, qui se développent, qui utilisent beaucoup moins d'eau ou qui utilisent moins de produits chimiques. Mais aujourd'hui, concernant les colorants, aucune solution n'existe. Et donc, tous les colorants utilisés dans le textile sont d'origine pétrochimique. On n'utilise pas de colorants issus de plantes, même si parfois on peut trouver ce type de solution sur des sites internet ou même des sociétés qui commercialisent des colorants végétaux. Mais ces colorants végétaux ne sont pas utilisés dans l'industrie puisqu'ils ne sont pas compétitifs. Alors, non seulement leurs performances sont médiocres, parce qu'il est difficile d'extraire des colorants de plantes, mais surtout parce que la production des colorants végétaux est complètement limitée par la surface nécessaire pour cultiver ces végétaux. Donc, on a calculé que pour adresser la demande mondiale en indigo, qui sert à teinter les jeans, il faudrait recouvrir l'équivalent de la superficie de l'Allemagne avec des plants d'indigo pour pouvoir adresser cette demande. Donc, c'est strictement impossible aujourd'hui de cultiver les plantes pour répondre à la demande en colorant. Avec Pili, on se propose non seulement de répondre à cette demande, mais avec des produits qui sont hautement performants, grâce à la biotechnologie et aux procédés de fermentation. Ces procédés de fermentation permettent de produire en très grande quantité. C'est-à-dire que, comparé à l'Allemagne recouverte de plantes, avec l'équivalent d'une piscine olympique, du volume d'une piscine olympique, ce qui prend très peu de place, on est en mesure, en moins d'un mois, de répondre à cette demande. Voilà. Je vais laisser Guillaume maintenant expliquer un petit peu plus en détail ce procédé de fermentation et notre technologie. Oui, ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est qu'aujourd'hui, pour produire 1 kg de colorant, on utilise à peu près 1000 litres d'eau, 100 kg de pétrole de houille, donc ce sont des résidus pétrolifères très lourds, et à peu près 10 kg de produits chimiques. Avec des procédés biotechnologiques, chez Pili, nous on se propose d'effectuer la même production du même kilogramme de colorant en utilisant seulement 200 litres d'eau, sans pétrole et sans produits chimiques. Il faut que tu changes aussi. Alors, ouais, c'est ça. Une petite explication sur les procédés de teinture textile que les gens ne connaissent généralement pas trop. Ils se font souvent en 3 étapes. Dans un premier temps, vous avez une fibre qui est récoltée, qui peut être naturelle ou qui peut être synthétique. Les fibres naturelles, par exemple, sont le coton et la laine, et les fibres synthétiques, on peut penser au polyéthylène, polyester,
mais également à des polyamides ou des fibres un petit peu plus techniques. Celles-ci sont d'abord traitées afin qu'elles soient aptes à être ennoblies. Donc l'ennoblissement comprend en particulier la teinture. Dans un second temps, ce qui va nous intéresser, nous, c'est l'étape de teinture. C'est l'étape qui est représentée ici au milieu. Pour teinter des fibres, on va prendre les fibres qui ont été préparées à l'étape d'avant et on va les plonger dans un bain, ce qu'on appelle le procédé d'exhaustion, qui va contenir à la fois des colorants, qui va contenir également des agents auxiliaires, qui vont être des agents qui vont permettre aux colorants de monter sur la fibre. Souvent, ce sont des sels. On utilise généralement du sel de table ou des sels relativement simples qui sont naturels et qu'on extrait directement de saline. On va ensuite contrôler la température et le pH pour avoir une montée du colorant sur la fibre qui va être optimale. Ensuite, dans un troisième temps, on va parfois ajouter des agents adoucissants ou des choses comme ça, mais en tout cas, on va conditionner le textile une fois qu'il est teint pour qu'il puisse être sous la forme vraiment d'un produit textile prêt à être vendu. Donc, dans cette chaîne de la teinture textile, il y a 3 étapes dont on a parlé qui vont être les étapes importantes. Mais quand on regarde les indicateurs de performance de la teinture textile, on distingue les entrées, donc à savoir les types de fibres. Donc là, on a disposé les 3 fibres principales qui sont les fibres protéiques, comme la laine et comme la soie, les fibres cellulosiques, comme le lin ou comme le coton, et enfin les fibres synthétiques, qui elles vont être, comme on l'a évoqué tout à l'heure, du polyester ou du polyamide. On va avoir des colorants, on va avoir des auxiliaires. Ensuite, on va avoir le procédé de teinture, où on va contrôler un tas de paramètres que l'on va optimiser pour chaque colorant. C'est-à-dire que dans les teintureries industrielles, à chaque fois qu'on reçoit un nouveau colorant et que l'on utilise un nouveau colorant, on va devoir optimiser à nouveau ces paramètres. Et c'est des choses que les teinturiers sont habitués à faire. Et ensuite, ce qui nous intéresse, nous, chez Pili, ce qui vous intéresse, vous aussi, a priori, ce sont l'évaluation des performances de ces colorants. L'avantage qu'on a, c'est que l'évaluation de ces performances de colorants sont assez normées. C'est-à-dire qu'on va avoir principalement 4 critères qui vont être évalués. Le critère de tenue lumière, le critère de tenue au lavage, la tenue à la transpiration et la tenue au frottement. Et en fait, tous ces critères vont être notés, soit de 1 à 5, soit de 1 à 8, cas particulier de la tenue lumière. Et donc, nous, chez Pili, ça va nous permettre très facilement de comparer les performances de nos colorants biosourcés aux performances des colorants pétrochimiques déjà commerciaux. Ce qu'on se propose de faire chez Pili, c'est de partir des mêmes structures moléculaires que celles qui sont déjà utilisées dans l'industrie textile. La découverte de Pili, c'est de s'être rendu compte qu'on était capable de faire ces molécules avec des micro-organismes. Et donc, on propose ensuite des structures moléculaires faites à partir de micro-organismes qui sont très proches des molécules déjà utilisées et qui donc nous permettent d'atteindre les mêmes performances que les colorants pétrochimiques et surtout qui permettent de remplacer molécule par molécule celles qui sont aujourd'hui utilisées dans l'industrie chimique. C'est donc un changement silencieux pour les manufactures de textiles. Le troisième point qui nous intéresse plus particulièrement, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus dans l'industrie des colorants textiles, on se rend compte que les procédés de fabrication de colorants impliquent des procédés de chimie organique qui insèrent des sous-produits, et en particulier des anilines qui peuvent être souvent cancérigènes, qui en fait sont présents dans le colorant, non pas parce que c'est le colorant qui est cancérigène, mais parce qu'en les produisant avec de la chimie, on a des sous-produits qui restent dans le colorant et qui rendent donc ce colorant et ces sous-produits toxiques pour l'environnement. Donc, grâce à la fermentation, nous, on arrive à se séparer complètement de la présence de ces sous-produits cancérigènes. Merci Guillaume. Donc, vous avez ici sur ce slide un état de la concurrence. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que les 3 leaders mondiaux sont Huntsman, Archroma et Dye-Star, qui sont aujourd'hui leaders sur ces colorants de spécialité. Vous trouvez également différents autres acteurs qui sont principalement spécialisés sur des colorants. Généralement, ce sont des acteurs qui produisent des colorants dont les brevets sont tombés dans le domaine public et donc qui ne sont pas en fait leaders sur le marché et leaders en termes de solutions de nouveaux colorants. Ce qui est à noter, ce qui est intéressant, c'est les 3 points qui sont notés ici. Donc, premièrement, la division Huntsman pour les colorants textiles pèse 800 millions d'euros.
Donc, on peut assez bien évaluer quelle est la part de marché des 3 leaders mondiaux. Ensuite, ce qu'on observe, c'est qu'aucun de ces producteurs de colorants n'est engagé dans la bioproduction. Et donc, ça permet en fait d'expliquer pourquoi aujourd'hui ces concurrents n'ont pas développé et ne développent pas de procédés de fermentation. Il faut savoir que historiquement, ces acteurs, donc Huntsman est américain, Archroma suisse et Dystar chinois. Ces acteurs en fait sont des spin-offs de grandes sociétés de chimie comme Bayer ou BASF par exemple. Et ces spin-offs ces sociétés ont été détachées de leur maison mère dans les années 80, à l'époque où les biotechnologies n'étaient pas largement adoptées, en tout cas à l'époque où les biotechnologies n'étaient pas développées par des sociétés de chimie. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on observe, notre analyse, c'est que ces sociétés sont relativement loin du secteur des biotechnologies et donc n'ont pas développé jusqu'à présent de solutions utilisant cette technologie. Il faut savoir que la fermentation est quand même assez loin des technologies que peuvent utiliser les chimistes, puisqu'on est en présence de beaucoup d'eau dans les procédés et que généralement les chimistes n'aiment pas beaucoup l'eau. Voilà. Ils ont l'habitude de travailler plutôt avec des solvants organiques et donc les usines même de pétrochimie sont généralement très mal adaptées à l'utilisation de flux type eau. Voilà. À noter aussi, mais on va en parler dans le slide d'après, c'est le 3e point, que Archroma, un des leaders, a lancé récemment une gamme de colorants végétaux à base de déchets de coques de fruits. Voilà. Donc les désavantages de ce produit, c'est que les performances ne sont pas équivalentes aux produits qu'on peut trouver sur le marché, aux produits standards pétrochimiques. Et d'autre part, la gamme de colorants disponibles est assez limitée puisqu'on est sur des tons orangés, gris ou marron. Voilà. Donc les déchets végétaux en tant que matière première pour créer des colorants sont intéressants d'un point de vue environnemental, biosourcing, mais malheureusement la gamme de couleurs et les performances sont trop dépendants de la matière première et aujourd'hui ne sont pas au rendez-vous. Donc on voit que le marché aujourd'hui est drivé, enfin comment dire, drivé si je peux utiliser ce terme qui est anglais, par des solutions plus renouvelables. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les leaders du marché peinent à développer des solutions qui ont vraiment un impact significatif en termes d'environnement. Donc les deux mouvements qu'on note, c'est cette proposition de gamme de colorants issus de déchets végétaux par Archroma, qui ne satisfait pas la palette de couleurs et aux performances. Et d'un autre côté, un produit certifié Cradle to Cradle par Dystar, enfin un produit proposé par Dystar qui a été certifié Cradle to Cradle. Ici, l'impact est très très limité puisque cette certification consiste seulement à garantir qu'on connaît 80% des substances dans le produit. Donc c'est uniquement un engagement en termes d'information sur 80% des substances dans le produit. Voilà. Donc aujourd'hui, Pili propose une solution qui permet d'allier la compétitivité de la pétrochimie, tant en termes de performance, Guillaume en a parlé, que de prix, que de prix de vente et de coût de production, mais avec un impact environnemental qui est considérable et qui est bien meilleur, puisqu'il y a à la fois l'utilisation de ressources qui est bien plus faible et qui n'implique pas de pétrole ou de produits chimiques, mais aussi un impact en termes de toxicologie. Guillaume en a parlé tout à l'heure. Donc, vous avez ici devant vous la chaîne de valeur des colorants, depuis la production des colorants jusqu'à la manufacture, puis la vente des produits textiles. Donc, ce qu'on a identifié, c'est qu'on a finalement deux types de clients. Les teinturiers industriels, qui sont principalement basés en Asie et au Moyen-Orient, et puis les marques internationales qui vont
généralement sous-traiter la production à ces teinturiers industriels et qui vont pouvoir être des donneurs d'ordre euh, voilà, pour ces teinturiers. Donc finalement, notre business model est assez simple et classique. On se positionne comme un producteur de colorants et donc nos clients seront les teinturiers industriels. Les marques internationales sont pour nous des ambassadeurs auprès de qui on va pouvoir présenter en fait notre démarche. C'est ce qu'on fait déjà. Il y a déjà beaucoup de marques qui sont intéressées par notre approche. On en reparlera. Et donc ces marques vont pouvoir aller demander en fait à leurs fournisseurs d'intégrer nos colorants dans les procédés de production. Par ailleurs, ces distributeurs, nous irons aussi directement les voir pour avoir une double approche et travailler à ces deux niveaux-là. Voilà. Chez Pili, on prévoit de sous-traiter la production, puisque c'est pas c'est pas quelque chose en fait qui est clé et on souhaite éviter d'investir dans des équipements, parce que ça constitue des investissements qui sont très très lourds et il y a des risques qui pèsent sur la création d'un site industriel. Il en existe aujourd'hui beaucoup, notamment en Europe. Ils ont été construits en partie pendant le boom du développement de projets en biodiesel. Donc il y a aujourd'hui beaucoup de sites industriels dans lesquels on peut s'implanter. Donc Pili développe une technologie dont il sera propriétaire. Pili fera sous-traiter la production qui sera localisée en Europe. Puis ensuite, Pili commercialisera auprès de ces industriels ces collants. Voilà, je vais laisser Guillaume parler de notre premier produit qui intéresse déjà un certain nombre de marques et de teinturiers industriels. Oui, ce premier produit, c'est celui sur lequel on a commencé à travailler depuis déjà 2 ans maintenant. C'est un prototype de colorant. Donc, vous voyez une image d'application. Ici, ce n'est pas une application justement en teinture par exhaustion, mais c'est une application en impression directement sur un tissu de coton. Vous voyez la couleur bleue. Donc, ce premier prototype, ce qui nous a permis de faire, c'est tout d'abord de valider qu'il était possible de produire des colorants performants sur du textile. Parce que vous le voyez sur le troisième encart, il a atteint des performances en tenue lumière de 3/8, ce qui est un score tout à fait raisonnable pour des colorants classiques de coton, et surtout une tenue au lavage de 4/5, ce qui sont des choses plutôt positives en tout cas pour les performances de notre colorant. Il nous a également permis de montrer que les micro-organismes étaient capables de produire des colorants sur une large échelle. Donc on a fait un premier pilote où on a produit 1 kg de colorant et nous avons breveté son application à la fois dans le textile évidemment, mais également dans les autres domaines d'application comme les plastiques par exemple, les encres ou encore les colorants cosmétiques. Et en fait, avec toutes ces validations, on a été contacté chez Pili, sans faire de démarche commerciale, par un certain nombre de marques textiles, d'une part, mais également par un certain nombre de teinturiers industriels situés en Inde et au Moyen-Orient principalement, qui sont intéressés. Et donc, on voit que les teinturiers industriels eux-mêmes, même sans l'aval des marques, prennent l'initiative d'aller sourcer des innovations renouvelables. Donc, notre stratégie scientifique et la méthode dont on développe ces colorants, elle est résumée ici. Dans un premier temps, on optimise nos procédés de fermentation au laboratoire. Donc, à gauche et au milieu, vous voyez des photographies de nos laboratoires à Toulouse, TWB. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut déjà faire à Toulouse White Biotechnology. On optimise nos procédés de fermentation. On produit des lots à des échelles pilotes pour les fournir à nos clients. C'est ce qu'on fait aujourd'hui régulièrement avec un certain nombre de clients, leur envoyer des lots pilotes pour qu'ils puissent les tester dans leurs installations. Et la troisième étape, celle à laquelle on veut aboutir grâce à votre aide, c'est d'arriver à la production industrielle de ces colorants pour être en mesure d'adresser la demande de colorants mondiale, en particulier sur notre premier prototype, mais surtout pour les nouveaux colorants. Et donc, comment est-ce qu'on va développer de nouveaux produits et comment est-ce qu'on va arriver à ces nouveaux colorants? Ça va se faire un petit peu de la même façon, sauf qu'ensuite, on va aller jusqu'à la formulation de nouveaux produits, ce qu'aujourd'hui, on commence à faire sur notre prototype, mais qui nous demandera encore un petit peu de travail. C'est-à-dire que dans un premier temps, on optimise nos micro-organismes au laboratoire, ce qui nous permet de déposer un premier brevet sur nos souches de micro-organismes. Dans un second temps, on développe nos procédés de fermentation avec nos partenaires. On fait de la fermentation, on fait aussi du scale-up, c'est-à-dire qu'on met à l'échelle le procédé. Un procédé qui fonctionne à l'échelle d'une flasque de 200 ml ne fonctionnera pas forcément sur un fermenteur de 200 litres.
il y a souvent des améliorations à faire. Pour faire ça, on est aidé par des partenaires situés à Toulouse, en région rémoise, mais aussi en Belgique et au Portugal. Ensuite, on optimise le procédé de purification. Il faut savoir qu'une fois qu'on a fini une fermentation dans un fermenteur, vous avez finalement une suspension de bactéries dans l'eau, donc une eau qui est devenue très foncée, très bleue, presque noire grâce à la production de notre colorant. Et donc ensuite, il va falloir extraire ce colorant de l'eau, le faire sécher ou le faire précipiter de manière à ce qu'on puisse ensuite le distribuer sous forme d'un solide, d'une poudre. Donc c'est ça qu'on est en train d'optimiser. Et là nos travaux donc, sur cette partie sur notre prototype sont en voie d'être conclus. Donc on est content parce qu'on va pouvoir produire des lots pilotes de meilleure qualité aujourd'hui. Et donc dans un dernier temps, on fait la formulation de ces colorants en y ajoutant des sels généralement ou des agents dispersants, qui les deux sont souvent des molécules naturelles. On va utiliser du sel de table pour augmenter la montée du colorant et des dispersants à base de lignine pour permettre au colorant justement de mieux pénétrer dans la fibre une fois de plus. Et ça nous permet ensuite de breveter nos molécules et nos formulations. En parallèle de ça, quelque chose qui est en temps masqué mais qui est extrêmement important, je vais commencer par le C, ce sont les tests écotoxicologiques. C'est-à-dire que pour introduire un nouveau colorant sur le marché, on est obligé de se conformer à la législation REACH, et celle-ci nous impose de faire un certain nombre de tests. Vous voyez ici le descriptif de tous ces tests. En fait, la philosophie de la réglementation REACH, c'est qu'en dessous de 10 tonnes, on a un set de tests qui sont relativement simples, mais qui donnent des bonnes indications sur la toxicité éventuelle du colorant. Donc ça, c'est des tests qui peuvent être effectués en 2 à 6 mois à peu près et qui coûtent entre 50 et 100 000 euros, on va dire. Mais généralement, nous, les devis qu'on a eus, en tout cas, c'était autour de 65 000 euros. Avec ces 18 tests, on va déterminer ensuite, on va être autorisé à mettre sur le marché un produit qu'on va vendre à moins de 10 tonnes par an. Nous, ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est au-dessus de 100 tonnes par an. Donc, on va faire les 2 tranches supérieures. Donc, la seconde, c'est de 10 à 100 tonnes, où en fait, on va principalement approfondir les tests qu'on a fait à l'échelle précédente. Donc, ça fait à peu près 15 tests pour un prix qui va entre 3 et 500 000 euros. Ça, ce sont encore… nous, on a obtenu un devis à 325 000 euros. Et finalement, la dernière phase, en fait, la phase supérieure à 100 tonnes, donc là, on voit un certain nombre de tests, il n'y a pas de prix. C'est parce que pour la phase supérieure à 100 tonnes, parfois, on peut ne pas avoir de tests à faire du tout. C'est le cas si les tests de la phase 10 à 100 tonnes ont donné des résultats négatifs. Pas de toxicité avérée, on peut commercialiser jusqu'à au-dessus de 100 tonnes. En revanche, si on a eu un doute ou un résultat avec une toxicité dans la phase d'avant, à ce moment-là, on approfondit les tests, pas pour retirer le colorant, mais simplement pour savoir quelles précautions sont nécessaires pour l'utiliser et si oui ou non, c'est un colorant qui présente des risques pour la santé. Donc, je reviens sur la phase B, qui vont être… donc, c'est une autre phase qui va être menée en fait en parallèle de la phase d'optimisation des micro-organismes et du scale-up de la production. C'est avec les premiers échantillons qu'on va produire, on va faire les tests applicatifs. Ces tests applicatifs, ils sont essentiels parce que lorsqu'on va voir un producteur de colorant, on ne lui donne pas uniquement un producteur de textile, on ne lui donne pas uniquement une poudre. Il faut lui donner une poudre, mais il faut également lui dire comment s'applique ce colorant et quelle est sa tenue lumière pour que lui puisse ensuite remplir le cahier des charges de son client. Donc, on va nous faire la totalité de ces tests de manière intégrée et à la fin, on produit un vrai produit colorant qu'on formule sous la forme de poudre ou sous la forme liquide. Et c'est ça qu'on va vendre ensuite à nos clients. Voilà, donc vous avez toute l'explication de la partie technique. Donc concrètement, aujourd'hui, on est en train de développer une gamme de 4 colorants à l'échelle du laboratoire. On est en train de tester sur des lots pilotes notre premier colorant. Et donc, dans les 24 prochains mois, on va en fait à la fois breveter l'intégralité de cette technologie sur cette nouvelle gamme de colorants, réaliser les tests applicatifs, produire les colorants à l'échelle du laboratoire et réaliser les tests applicatifs qui permettent de valider que le colorant a la même performance qu'un colorant pétrochimique. Voilà. Donc, d'ici 24 mois, toute la technologie, le procédé, la technologie, le produit sera validé, sachant qu'on a déjà aujourd'hui des résultats qui sont très prometteurs sur notre premier produit. On atteint en fait déjà des performances. On l'a vu tout à l'heure en termes de tenue lumière, de tenue lavage,
qui sont dans les clous du marché. Ensuite, la deuxième phase de développement consistera à faire le scale-up de la production, donc la montée en échelle de la production. Donc là, on va passer de fermenteurs de 200 litres à des fermenteurs de 100 mètres cubes qui font à peu près la taille d'un immeuble de 4 étages. Voilà. Donc, cette montée en échelle, ça nécessite effectivement un petit peu de financement. Et puis, en parallèle, il y aura, on en a parlé, les enregistrements REACH. C'est pour ça que, suite à la levée de fonds actuelle, nous prévoyons un autre besoin en termes de levée de fonds, qui servira à monter en échelle et à obtenir toute cette réglementation. Et en 2022, on prévoit de développer les ventes à l'international de manière vraiment poussée. Mais d'ores et déjà, aujourd'hui, les contacts se multiplient avec des clients et des tests pilotes commencent. Donc, on a actuellement déjà 3 contrats d'évaluation qui sont en cours et qui commencent à développer nos produits dans des applications industrielles et de teinture. Et on a récemment reçu d'autres propositions de contrats qui commencent à constituer en fait des sources de revenus intéressantes pour Pili. La production, on prévoit qu'elle démarre en 2021 avec un volume de 30 tonnes. Voilà. Donc ça, en fait, on pourra aisément le réaliser en France avec un partenaire qu'on a déjà identifié et on pourra, en fait, durant les 2 premières années de commercialisation, travailler avec ce partenaire qui a l'avantage de nous accompagner sur la montée en échelle et d'avoir une très bonne réactivité sur la production. Ensuite, on a calculé en fait qu'il était plus intéressant à partir de 300 tonnes de passer sur un vrai site de production industrielle où là on aura en fait le potentiel pour monter énormément en volume et atteindre en 2025 notre objectif de production qui est à 6000 tonnes. Donc cet objectif de 6000 tonnes, ça correspond à 8% du marché qu'on peut viser avec notre première gamme de produits, les 80 000 tonnes dont je parlais au début de la présentation, et ça représente un chiffre d'affaires qui est supérieur à 100 millions d'euros. Et en fait, en termes de marge, vous voyez sur le graphique qu'on a une marge brute qui diminue de 2023 à 2025, et ça s'explique par notre politique de prix, puisque en fonction des volumes qui sont commandés par les clients, on ne vendra pas nos produits au même prix. Voilà. Dernière précision, on a prévu dans notre business plan de commercialiser nos produits les premières années à un prix qui est légèrement supérieur au prix du marché, puisqu'on a aujourd'hui déjà des signaux qui montrent que les premiers clients sont prêts à payer un premium pour adopter ces produits écologiques. Donc, c'est quelque chose qu'on a prévu dans les premières années, mais je veux insister là-dessus. Chez Pili, on fait l'hypothèse que l'industrie n'est pas prêt à payer un premium pour du biosourcé. Donc, ce qui est prévu sur le moyen long terme, c'est de vendre à des prix qui sont totalement compétitifs avec la pétrochimie. Et on tient vraiment à ça, c'est quelque chose qui est important, auquel on croit. Et donc, tous nos objectifs scientifiques de rendement sont faits pour que nos coûts de production nous permettent d'être totalement compétitifs par rapport à la pétrochimie et voire même sur le long terme, moins cher que la pétrochimie. Voilà. Donc notre ambition, c'est d'ici 4 ans de commercialiser la première gamme de colorants qui soit performants et renouvelables à des prix compétitifs et sur des volumes qui sont des vrais volumes industriels. Donc vous avez aujourd'hui devant vous l'équipe dirigeante de Pili. Donc comme je le disais, moi j'ai un background plutôt financier avec un master en finance d'entreprise et une expérience en banque d'investissement. Et Guillaume a une expérience en chimie organique. Voilà, on pourra répondre aux questions s'il y a des questions plus précises sur notre parcours. Et je vais laisser Guillaume maintenant présenter notre équipe.
Oui, rapidement du coup, parce qu'on commence à avancer en termes de temps. L'équipe avec laquelle aujourd'hui on travaille, elle est scindée en 3 blocs qui correspondent à 3 sous-disciplines différentes. La première, c'est la biologie moléculaire qui se passe à Toulouse White Biotechnology, avec Lucie Crépin qui est ingénieure de recherche en biologie moléculaire, qui a fait un doctorat de biologie à l'INRA à Montpellier et qui travaille donc maintenant chez Pili depuis un petit peu plus d'1 an sur l'optimisation de nos micro-organismes pour produire différents types de colorants. La deuxième partie, c'est la fermentation. C'est une fois qu'on a la souche de micro-organismes, il faut la mettre en culture. Ça, c'est Émilie Amiastré, qui est docteur en ingénierie microbienne, qui elle travaille là-dessus. Donc, elle, son travail, finalement, c'est de prendre les souches de micro-organismes qui ont été identifiées et optimisées par Lucie pour les mettre en culture et pour les faire produire des colorants et pour extraire ensuite ces colorants des souches microbiennes pour être capable de sortir une poudre de notre mou de fermentation. Et enfin, la biochimie, la formulation de nos colorants. C'est Kevin Côté, qui lui est un chimiste organicien, qui travaille dessus dans notre deuxième laboratoire où je suis ici à Paris, au laboratoire du Conservatoire national des arts et métiers. Et donc, en plus de ces 3 directeurs de pôle scientifique, on a déjà effectué un premier recrutement en biologie moléculaire avec Caroline qui est arrivée en septembre. Et on compte faire 3 recrutements de plus, un en 2018 et 2 en 2019. En fermentation, on a 2 recrutements prévus en 2018, des ingénieurs ou éventuellement des techniciens. C'est un sujet qu'on tranchera en fonction des besoins du practice. Et ensuite, on compte recruter également en 2018 un nouvel ingénieur en chimie organique. Voilà. Donc très rapidement, j'ai parlé de nos conseils. Donc on a la chance d'avoir en fait Pierre Monsang, qui est un professeur émérite, qui est le fondateur de TWB, donc là où on est installé pour la partie biotech, qui nous conseille. Pierre a une énorme expérience tant dans le domaine académique que dans le domaine industriel, et donc il est non seulement capable de nous conseiller sur des questions scientifiques, des questions d'industrialisation de procédés, mais aussi de nous faire bénéficier de son réseau qui est extrêmement important. Thomas Landrin, qui est un des cofondateurs de Pili, qui a également fondé La Paillasse, qui est un laboratoire collaboratif où énormément de projets se développent, je dirais, dans les biotech, mais plus seulement aujourd'hui. Et Michel Manac, qui est responsable des partenariats industriels à TWB et qui nous aide aussi beaucoup pour la négociation de nos contrats et pour, je dirais, l'aspect stratégique dans les négociations qu'on peut avoir avec les différents industriels. Je n'irai pas plus loin parce qu'on a déjà passé beaucoup de temps sur la présentation. Je laisse ce slide en fond et on va prendre maintenant les questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions à travers la box Q&A, questions-réponses. Et donc, on va prendre la première question. Donc, la première question, c'est: est-ce que les microalgues peuvent être une solution à la production de pigments et est-ce que c'est une menace? Je vais laisser Guillaume prendre la question. Alors, c'est une question intéressante et pertinente parce qu'en effet, les microalgues peuvent permettre de produire des pigments. Il y a d'ailleurs récemment eu une collaboration entre la société française Fermental et une société japonaise qui utilise des pigments dans diverses applications qui s'est lancée. Donc oui, les microalgues peuvent produire des pigments. La raison pour laquelle Pili est spécialisé sur le secteur du textile, c'est qu'on n'utilise pas les mêmes structures de molécules dans le textile et dans l'alimentaire. Les microalgues produisent généralement des pigments qui vont être utilisés dans le secteur alimentaire. Alors pour des raisons qu'on comprend très bien, en fait, les pigments utilisés dans le secteur alimentaire ne sont pas très solides parce qu'on a besoin qu'ils soient facilement biodégradables par le corps humain. À l'inverse, lorsqu'on utilise des pigments dans le secteur textile, on a besoin de structures moléculaires qui sont très robustes. Et donc, oui, on peut produire des pigments avec des microalgues, mais ce ne sont pas les mêmes pigments que ceux qu'on peut produire avec les souches Pili. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ce n'est pas une menace la production de pigments par des microalgues. En revanche, l'ingénierie des microalgues, à terme, peut être utile pour produire des pigments différents, mais aujourd'hui, on n'a pas observé de tel développement et on ne pense pas que ce soit quelque chose de stratégique de développer de tels pigments avec des microalgues. Alors, question suivante. Concrètement, quand pourra-t-on porter un jean teinté
par le pigment Pili. Donc, on espère avoir répondu à cette question. Ce qu'on prévoit aujourd'hui, c'est de passer en commercialisation dès 2021. Donc, je pense qu'on pourra à ce moment-là espérer porter un textile coloré avec Pili. Maintenant, il n'est pas impossible qu'on voit des petites gammes lancées avec des partenaires, des petites gammes voilà, exclusives qui soient lancées avant. Mais aujourd'hui, c'est 2021. Prochaine question. Quelle est votre volonté en tant que dirigeant et donc horizon pour nous investisseurs, céder la technologie ou accompagner la croissance, donc peut-être viser l'IPO? Alors aujourd'hui, en tant que dirigeant, et je vais m'exprimer pour Guillaume et moi, notre volonté, c'est que cette technologie existe et que ces produits arrivent sur le marché. Notre objectif à nous, c'est de pouvoir rentrer un jour dans un magasin et justement, comme la question précédente, acheter quelque chose qui soit teinté non plus avec un produit issu du pétrole, mais un produit issu de ressources renouvelables. Donc nous, notre volonté, c'est d'accompagner l'entreprise et de travailler sur le long terme pour pouvoir industrialiser le procédé. Voilà. Cela n'implique pas que les investisseurs devront attendre autant de temps pour voir des retours, puisque nous aurons au moins une autre phase de financement et qu'il y aura ensuite des opportunités de sortie, que ce soit une introduction en bourse, un autre tour de financement mais pour financer cette fois de la croissance en capital développement, ou éventuellement, une fois le projet abouti, un rachat par un industriel. Voilà. Aujourd'hui, notre volonté, c'est d'arriver à la commercialisation et peut-être plus. Il n'y a à exclure aucune des options en termes de sortie pour les investisseurs. Alors, prochaine question. Est-ce que vos clients vont devoir s'adapter à votre produit, qui aura peut-être des performances différentes ou meilleures que les pigments actuels? Je pense que Guillaume a traité le point, mais il peut redire un mot dessus. Alors, oui et non, c'est-à-dire que tous les clients, lorsqu'ils sont teinturiers industriels et qu'ils intègrent une nouvelle gamme de colorants, mettent au point les recettes en lien avec le producteur de colorants. C'est ce qu'ils feront pour les colorants Pili demain, mais c'est ce qu'ils faisaient hier pour les colorants Archroma, pour les colorants Dystar. En revanche, nos colorants seront formulés et seront designés et produits de telle sorte qu'ils aient des performances similaires et des modes d'application qui soient exactement similaires pour qu'on puisse remplacer exactement un colorant pétrochimique par un colorant biotech. Alors, une question de Monsieur Corti. Des contacts pour les prochaines levées de fonds? Alors, oui, puisque déjà aujourd'hui, en parallèle du processus WeSeed, nous discutons avec différents investisseurs. Et donc, effectivement, nous faisons beaucoup de contacts en ce moment avec des investisseurs. Et donc, nous avons d'ores et déjà des cibles pour les prochaines levées de fonds. Pas plus tard que la semaine dernière, nous étions à un congrès en Allemagne qui réunissait 150 investisseurs. Et donc, on a eu l'occasion à ce moment-là de faire d'élargir, je dirais, le spectre des investisseurs qu'on connaissait déjà, des investisseurs français principalement, quelques-uns aux États-Unis, et là d'entrer en contact avec plus d'investisseurs européens principalement, et d'élargir aussi le spectre des investisseurs corporate. Donc ce sont des fonds d'investissement qui appartiennent directement à des sociétés industrielles. Donc la réponse est oui. Alors une question de Eddy. Qu'est-ce qui pourrait faire que votre solution ne marche pas commercialement parlant? Alors, commercialement parlant, ce qui pourrait faire que la solution ne marche pas,
Alors aujourd'hui, nous, on voit pas de point majeur à ce que ça ne fonctionne pas. Guillaume a expliqué tout à l'heure pourquoi la technologie, les produits vont fonctionner sur le plan technique. Euh, on a précisé qu'en termes de coût de production, on allait être totalement compétitif avec les colorants pétrochimiques. Et Guillaume a expliqué quels étaient les facteurs clés de succès pour qu'un colorant fonctionne dans un procédé, à savoir le coût de performance de la teinture. Donc aujourd'hui, en fait, les questions économiques, qui sont les facteurs clés de succès des colorants, sont complètement traitées et sous contrôle. Donc devant en fait l'attrait qu'on voit euh, devant l'engouement des industriels, que ce soit des marques ou des teinturiers ou même du grand public par rapport à notre technologie. Et là, je parle sous contrôle, par exemple, de, des marques textiles qu'on a rencontrées à Amsterdam pendant l'accélérateur Fashion for Good. Euh, c'est le premier accélérateur dédié aux innovations industrielles dans le secteur du textile. On a fait partie du premier batch. Euh, Aujourd'hui, on voit en fait un intérêt énorme de ces clients. Donc, je ne sais pas si c'est une réponse qui est satisfaisante, mais nous, aujourd'hui, on ne voit aucune raison pour que ces solutions ne fonctionnent pas, d'autant plus que la réglementation devient de plus en plus stricte par rapport aux colorants et qu'on voit aujourd'hui toutes les marques avec qui nous sommes en contact prennent de l'avance par rapport à la réglementation et créent leur propre liste d'interdiction de colorants. Donc, voilà, je ne sais pas si Guillaume, tu veux rajouter quelque chose. Non, sur les choses qui pourraient ne pas fonctionner, et, enfin, commercialement parlant, pour nous, ça nous semble compliqué. Enfin, moi, quand j'ai rencontré Jérémy pour la première fois et qu'il m'a parlé du projet, moi, j'étais chimiste et j'étais encore, je connaissais un petit peu les biotechnologies, mais je n'étais pas encore le spécialiste qu'on est devenu avec Billy dans ce projet. Et moi, quand il m'a expliqué le projet et que je l'ai traduit en termes moléculaires, ça m'a semblé évident, en fait. C'est-à-dire que d'un point de vue moléculaire et de la structure chimique des molécules qu'on produit, c'est évident qu'on va réussir à faire les mêmes molécules et qu'on va réussir à obtenir les mêmes performances que les colorants pétrochimiques. Et donc à ce moment-là, on va produire des molécules qui sont aussi performantes, qui sont au même prix, voire moins chères, sauf qu'au lieu d'utiliser des pétroles, on utilisera des ressources renouvelables. Non, on a du mal à imaginer que ça pourrait ne pas fonctionner, mais on ne voit pas de raison. Alors, je passe à la question suivante. Comment est formalisée la relation avec TWB? Jusqu'où peuvent-ils vous accompagner sur le scale-up? Donc, cette relation, elle est formalisée à travers des contrats de recherche qui nous permettent de maîtriser totalement, notamment la propriété intellectuelle qui sort de cette collaboration et qui appartient à Pili. C'est un des intérêts majeurs de cette collaboration avec TWB. Jusqu'où peuvent-ils vous accompagner sur le scale-up? Aujourd'hui, sur le bassin toulousain, et avec TWB, on est capable d'atteindre un niveau de pilote, donc on parle de 200 litres. C'est un niveau qui est déjà très avancé en termes de scale-up. Et donc ensuite, l'étape d'après, c'est de passer sur des démos et sur des fermenteurs industriels. Donc sur une démo, on est de l'ordre de la dizaine de mètres cubes et le fermenteur industriel, on en parlait tout à l'heure, plutôt 50 à 100 mètres cubes. Donc aujourd'hui, la phase qui est vraiment importante, c'est d'arriver jusqu'au pilote et ça, on peut le faire à TWB. Pour aller au-delà, on a déjà identifié différents acteurs, certains avec qui on échange plus régulièrement que d'autres, qui seront en mesure d'avoir les équipements et les compétences pour nous accompagner sur ces phases-là. Donc, c'est des choses qu'on a déjà anticipées et avec lesquelles on est déjà relativement familier. Quand je dis relativement, c'est déjà assez bien familier. Ensuite, question suivante, est-ce que les sous-traitants grosse échelle sont déjà identifiés? Sont-ils différents des partenaires qui vont permettre le scale-up? Je vais laisser Guillaume répondre à cette partie industrielle. Alors oui, les sous-traitants grosse échelle qui sont identifiés, en plus c'est des partenaires différents. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a deux types de partenaires
qu'on va appeler des organisations de recherche sous contrat, et des organisations de manufacturing, donc de production sous contrat. Les organismes de recherche sous contrat, eux, ils apportent une prestation, ils font de la recherche. Donc, ils vont prendre un procédé qui fonctionne à l'échelle de 200 litres, par exemple, et ils vont l'amener à 100, 200 mètres cubes. Ça, c'est de la recherche qu'ils vont faire. Évidemment, ça coûte de l'argent. Donc, nous, on a évalué ce coût pour un procédé Pili à peu près 500 000 euros. Et donc, ces gens sont identifiés. Ensuite, on va avoir des sous-traitants qui ne vont pas faire de la recherche pour nous, mais qui vont simplement prendre nos souches, prendre les procédés qu'on leur donne, sous notre contrôle évidemment et avec nos personnels sur place. Et là, ils vont juste faire tourner le fermenteur, entre guillemets, et faire les opérations de purification qu'on leur a expliquées. Et du coup, ça, ce n'est pas exactement le même travail. Et donc, ce ne sont pas les mêmes acteurs. Et on a identifié d'autres acteurs, cette fois des acteurs de production, qui sont situés à la fois en France. C'est un petit peu compliqué parce que parfois, c'est des acteurs qui produisent d'autres molécules eux-mêmes. Donc, ça peut être des industries qui sous-traitent une partie de leur matériel de production. Et ça peut être aussi des acteurs qui sont vraiment spécialisés dans la production, qui font que de la production à façon pour d'autres acteurs. Donc, il y en a un certain nombre en France. On les connaît, ils font souvent de la chimie et de la fermentation. Il y en a qui sont assez connus en Italie, en Suisse et en Allemagne. Pour l'instant, on a identifié 3 ou 4 qui ont les bonnes capacités de fermentation. Alors, une autre question pour Guillaume. Avez-vous une bonne idée de la gamme colorimétrique que vous serez capable de fournir à terme sur la base de votre procédé de fermentation? Y a-t-il des inconnus dans le développement d'une teinture ou d'une autre? Alors, des inconnus aujourd'hui, nous, on n'en voit pas parce qu'évidemment, on a dérisqué le projet avant de se lancer. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris toutes les molécules qu'on était capable de faire en fait, avec notre procédé de fermentation, avec notre procédé de formulation. Et on a calculé tout simplement quelle allait être la couleur de cette molécule. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire avec des méthodes de modélisation moléculaire qu'on appelle la théorie de la fonctionnelle de densité. Donc c'est un peu spécial, mais des calculs de DFT. En fait, on va calculer quelle va être la différence d'énergie et donc on en tire facilement la longueur d'onde d'absorption. Et on a trouvé qu'en faisant des dérivations qui sont assez simples, on arrivait à produire la totalité du spectre visible. Donc on va vraiment du jaune en passant par le rouge, au bleu, pour arriver jusqu'au violet. Donc oui, on est capable de fournir toutes les gammes colorimétriques. Les inconnus sur le développement d'une teinture ou d'une autre, je dirais qu'aujourd'hui, dans notre première gamme de produits, en tout cas la première qu'on veut développer sur ce marché de 80 000 tonnes, pour l'instant, tout est quand même assez bien préparé et on n'a pas d'inconnus sur le développement. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, on est assez certain de ce qu'on doit faire. Dans les 5 prochaines années, on a déjà un planning qui est bien clair. Très bien. On va prendre une dernière question. Pourquoi n'y a-t-il pas de concurrents utilisant la même technologie? Quel est le risque de voir arriver de tels concurrents? Alors, il y a effectivement aujourd'hui aucun concurrent identifié clairement sur ce qu'on est en train de développer. À l'exception d'une société anglaise qui s'appelle Colorifix, mais qui, de ce qu'on connaît aujourd'hui, développe plutôt un procédé de teinture. Un procédé de teinture qui implique des micro-organismes. En tout cas, c'est ce sur quoi apportent leurs brevets. Alors, pourquoi il n'y a pas de concurrents utilisant la même technologie? Notre analyse, c'est que les biotechnologies se sont développées d'abord dans le secteur de la pharmaceutique, de la pharma. Ensuite, il y a eu une espèce de boom vers les biocarburants quand le prix du pétrole est monté très haut. Et puis ensuite, il est passé d'à peu près 130 $ le baril à aujourd'hui 50. Et donc, on a vu un mouvement de la part des sociétés de biotechnologie des biocarburants vers des ingrédients de spécialité. Et historiquement, et c'est le plus évident pour des personnes qui font de la biotech, les ingrédients de spécialité et le naturel est très bien valorisé dans l'alimentaire et dans la cosmétique. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les sociétés développent généralement des produits pour la pharma, pour l'alimentaire ou pour la cosmétique. Voilà, principalement. Puisque c'est des secteurs qui sont assez bien connus, où il y a déjà des produits, où il y a une demande pour des ingrédients naturels, et où généralement aussi les molécules et les voies de synthèse qui correspondent à ces secteurs applicatifs sont aussi mieux connus.
Euh, donc aujourd'hui, nous, on ne voit pas, à part cette startup, Colorifix, on ne voit pas en fait de concurrents. Et, euh, et le risque de voir arriver des concurrents de ce type-là existe, d'autant plus quand on aura en fait montré un certain nombre de résultats positifs et, euh, et dévoilé un peu plus de partenariats avec des industriels. Mais à ce moment-là, et ça va être de toute façon très, très bientôt le cas, à ce moment-là, notre technologie non seulement sera brevetée, mais aura été développée depuis un certain temps. Donc on sera à la fois protégé sur le plan de la propriété intellectuelle, mais aussi protégé par une avance technologique qui est conséquente. Voilà. Je ne sais pas si Guillaume veut rajouter quelque chose. Non, non, la réponse Bon. qu'on doit donner. Voilà. Ok, très bien. Donc on va clôturer ce live. Merci beaucoup aux personnes qui ont été présentes pendant le live. Et puis merci aussi aux personnes qui le regarderont a posteriori. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser à travers la plateforme WeSeed. Et puis, ben voilà, nous serons heureux de vous accueillir au Capital de Pili. Et merci encore pour vos questions et votre présence. Merci à Bonne toi. soirée à tous. Au revoir.